Dans cette formation PHP, nous abordons les techniques permettant d'accéder au contenu des fichiers externes. Ces fichiers sont placés sur le serveur. Ils ont pu être uploadés automatiquement par des tâches programmées à échéance périodique. D'ailleurs, sur le site bombage.fr, une formation enseigne comment réaliser une connexion FTP par le code PHP pour réaliser des mises à jour automatisées. Nous proposons ici une mise en pratique concrète. Nous réceptionnons un fichier CSV, fruit d'une exportation de données depuis une base professionnelle. Nous devons récupérer cette information, la découper, la traiter, puis l'insérer automatiquement en base de données. Pour simplifier la tâche, nous débutons les travaux depuis une structure web existante. C'est aussi l'occasion de récupérer les ressources externes, comme toujours, proposées au téléchargement depuis le site bombage.fr. La décompression fournit de nombreux fichiers. À la racine, nous trouvons les pages web, dont le fichier principal nommé index.php, celui de la page d'accueil. Les ressources nécessaires sont placées dans les sous-dossiers et liées par le code. Je vous propose d'ailleurs d'ouvrir le sous-dossier ressources qui offre deux fichiers, un au format SQL et un autre au format texte.txt. Le premier donc correspond à la base de données MySQL destinée à recevoir les informations récupérées et traitées par le code PHP. Il va donc s'agir d'importer cette base avec l'interface d'administration PHP MyAdmin. Le second donc est un fichier au format CSV que je vous propose d'ouvrir par double-clic. Nous y consultons les enregistrements résultant d'une exportation de base de données. Vous savez que le format CSV est universel. Il peut être interprété par n'importe quel gestionnaire de base de données. Faut-il encore lui fournir les bonnes indications ? Chaque ligne de ce fichier correspond donc à un enregistrement. Chaque donnée de champ est séparée explicitement d'une autre par un point-virgule. Et chaque information de champ est encadrée de double cotes. Nous devons donc construire un code PHP capable, premièrement, d'accéder au contenu de ce fichier. Ensuite, il doit être en mesure de récupérer chaque enregistrement ligne à ligne. Et pour chacun, il faut découper l'information champ à champ pour finalement l'importer dans la colonne correspondante de la table de la base de données. Comme nous l'avait enseigné la formation pour débuter la programmation en PHP, ce projet doit être référencé dans l'interface d'EasyPHP. Premièrement, les deux serveurs HTTP database doivent être démarrés database pour serveur de base de données. Ensuite, un nom doit lui être attribué et puis l'adresse issue de l'explorateur Windows doit être renseignée. Dès lors, notre application apparaît listée dans l'interface si bien que un simple clic permet d'accéder à sa page d'accueil. Et vous remarquez sur cette page la présence d'un contrôle HTML input file tout à fait particulier permettant justement de désigner un fichier, en l'occurrence CSV ici, pour l'upload. Et c'est ensuite le bouton envoyer qui permet de soumettre ce fichier au serveur, car ces deux contrôles sont forcément encapsulés dans un formulaire HTML. Nous allons répliquer des techniques que nous avions apprises au travers de la formation PHP sur les dates. Le fichier doit être réceptionné par le code PHP et archivé sur le serveur. Dès lors, nous pourrons y accéder. Pour décortiquer son contenu, nous simulerons ainsi l'upload automatisé. À l'issue donc, ces données récoltées et retravaillées doivent être consolidées en base de données MySQL. Quelques opérations intermédiaires sont forcément nécessaires. Nous devons importer la base de données, nous devons configurer les droits de l'utilisateur et enfin, nous devons paramétrer la chaîne de connexion en PHP pour autoriser le code à accéder à ces ressources. Et c'est aussi l'occasion de mettre en pratique des notions acquises au travers de la formation pour importer les données MySQL. En bas de l'interface d'EasyPHP, je vous propose donc de cliquer sur le bouton Open du module MySQL pour accéder à l'interface d'administration PHP MyAdmin. Et dans la foulée, nous allons cliquer sur le lien Nouvelle base de données pour créer cette base capable de recevoir l'importation, c'est-à-dire la table à créer qui est construite par requête SQL dans ce petit fichier SQL que nous avons visualisé dans le sous-dossier tout à l'heure. Je vous propose de nommer cette base très simplement IDS pour idée de sortie par exemple, et puis nous lui attribuons un interclassement, c'est-à-dire un système d'encodage classique, l'UTF-8 General CI que nous avons déjà expliqué par les formations passées. Nous cliquons alors sur le bouton créer. Dans la foulée, vous constatez que la base de données IDS
apparaît listée dans le volet de gauche. Elle est donc bien présente. Par mesure de sécurité, nous recliquons sur son lien pour la désigner, car lorsque nous importons des données, nous devons préciser la base de données dans laquelle l'importation doit se réaliser. Dans la foulée, de fait, nous cliquons sur l'onglet Importer, qui nous offre un bouton Parcourir pour désigner le fichier importé, et dans le dossier de décompression, nous double-cliquons sur le fichier SQL pour le désigner. Comme il s'agit d'une importation SQL, les paramétrages par défaut sont corrects, si bien qu'il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Exécuter pour procéder à l'importation des données. À l'issue du traitement, vous constatez que notre nouvelle table apparaît dans l'arborescence de la base de données IDS. Certes, cette table est vide pour l'instant, mais si nous cliquons sur son onglet structure en haut de l'interface PHP MyAdmin, eh bien, nous pouvons consulter ces champs, les champs non activité, DEP et ville, pour recevoir les 4 informations de colonne issues du fichier CSV, c'est-à-dire le nom de l'idée de sortie, son activité, son département et sa ville. Vous notez de même la présence très importante de la clé primaire en en-tête, matérialisée par ce petit symbole de la clé. Elle doit référencer chaque enregistrement comme unique. Elle est auto-incrémentée, nous ne devrons donc pas la renseigner par le code PHP. Nous devons désormais définir les droits d'accès à cette base de données pour la chaîne de connexion PHP. Nous cliquons donc sur l'onglet Privilèges en haut de l'interface et dans la foulée sur le lien Ajouter un compte utilisateur. Je vous propose que nous nommions par exemple cet utilisateur code PHP, code en minuscule, PHP en majuscule. Il s'agit ensuite de définir le nom d'hôte tel qu'il est configuré en local, ici en l'occurrence 127.0.0.1, et puis nous allons définir le mot de passe. Je vous propose en minuscule PHP 123 BD, qu'il faut ensuite répliquer bien entendu à l'identique PHP 123 BD. Certes, un mot de passe relativement faible en termes de sécurité, mais il s'agit encore une fois d'un développement local. Donc, il nous convient très bien. Ensuite, plus bas dans l'interface, il s'agit d'octroyer les privilèges. En l'occurrence, nous cochons la case tout coché. Ainsi, nous octroyons les privilèges administrateurs à notre utilisateur qui pourra insérer, modifier, supprimer et même modifier la structure des tables et de la base. Il ne nous reste donc plus qu'à cliquer sur le bouton exécuter pour que notre utilisateur soit créé. Et pour preuve, si nous recliquons sur l'onglet compte utilisateur, vous remarquez qu'il apparaît listé parmi les autres utilisateurs déjà présents. Nous devons utiliser ces informations pour fabriquer la chaîne de connexion en PHP. Il s'agit de techniques bien connues désormais. Le fichier de configuration est placé dans le sous-dossier commun du dossier de décompression. Il se nomme connexion.php. Je vous propose de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Par clic droit, je vais en profiter pour fermer quelques pages qui étaient ouvertes. Nous accédons donc au code de notre fichier de configuration connexion.php. Vous remarquez que certaines instructions existent déjà. Elles consistent, et on fait l'objet d'une formation, à récupérer les données d'une URL pour ensuite transmettre les informations adaptées à chacune des pages appelées, car ce fichier de connexion est commun à l'ensemble des pages web de notre application. Souvenez-vous donc, nous devons déclarer une variable que nous nommons liaison qui va permettre de mémoriser toutes ces informations de connexion. Grâce à notre fonction MySQLi, alors n'oublions pas l'ensemble des caractères qui construisent cette fonction, MySQLi Connect, donc qui est la fonction qui permet tout simplement d'initialiser cette chaîne de connexion selon 3 paramètres. Le premier, quel est-il? Il fait référence au nom d'hôte, donc il s'agit de le répliquer, il s'agit de l'adresse 127.0.0.1, entendez par là le serveur, identique au serveur distant, donc pour savoir à quel endroit nous nous connectons. Ensuite, il s'agit de lui indiquer quel est le nom d'utilisateur. Souvenez-vous, nous l'avons appelé code PHP. Et enfin, en dernier paramètre, et toujours entre double cote, le mot de passe tel que nous l'avons défini, relativement simple pour ne pas avoir de souci à le mémoriser, PHP 123BD. Nous fermons la double cote, nous fermons la parenthèse et nous ponctuons notre syntaxe grâce au point virgule et
désormais, notre chaîne de connexion est donc mémorisée dans notre variable liaison que nous devons exploiter pour effectivement établir la connexion à notre base de données. Souvenez-vous, grâce à la fonction PHP MySQLi SelectDB qui est proposée par le Notepad d'ailleurs, ce qui facilite l'écriture de code qui requiert deux paramètres. Tout d'abord, cette fameuse chaîne de connexion reconnue sous le nom de variable liaison que nous venons de définir et affecter, et ensuite nous lui précisons à quelle base de données nous souhaitons accéder, car il peut y avoir d'innombrables bases de données référencées, et donc nous ne sommes pas obligés de piloter la même IDS et le nom que nous avons attribué à notre base de données. Nous enregistrons les modifications, donc, mais n'oublions pas que toute connexion ouverte doit être fermée à l'issue des traitements. C'est pourquoi, dans le sous-dossier commun, il existe le fichier piedpage.php que nous ouvrons lui aussi à l'aide de l'éditeur Notepad. Il s'agit d'ajouter une instruction PHP entre, par exemple, la balise fermante du script et de notre page HTML, notre section PHP destinée à fermer donc les connexions ouvertes une fois les transactions terminées, et comme ce fichier pied-page est appelé à la fin, une fois que toutes les autres instructions ont eu lieu, nous sommes certains que toutes les transactions sont terminées. Et là encore, il s'agit de techniques bien connues. Nous exploitons notre fonction PHP MySQL close qui permet de fermer une connexion selon la chaîne de connexion qui lui est passée en paramètre, chaîne de connexion qui, par le jeu des imbrications des pages imbriquées donc les unes dans les autres, est portée jusqu'à notre page piedpage.php et donc reconnue pour que nous puissions fermer cette connexion ainsi ouverte. Nous enregistrons là encore les modifications et je vous propose de réaliser un petit essai en revenant sur notre page web que nous rafraîchissons. Et comme vous le constatez, rien de nouveau forcément, puisqu'il s'agit exactement de la même page que précédemment. Mais tant mieux, il n'y a pas de message d'erreur. Ça veut dire que vraisemblablement, la connexion a correctement été établie. Et pour preuve, si nous revenons sur notre fichier de connexion et que nous inscrivons un mot de passe erroné en supprimant le D ici et que nous rafraîchissons ensuite notre page, vous constatez que cette fois-ci, l'histoire change, les droits d'accès nous sont refusés, access denied, tout simplement parce que notre mot de passe n'est pas correct, nous ne sommes pas autorisés. Donc nous allons corriger cette petite modification qui avait juste vocation de test pour que nous puissions bien comprendre que la connexion était parfaitement établie et qu'en l'absence d'erreur, la voie nous est ouverte désormais pour pouvoir manipuler ces données de base de données. Ensuite donc, l'internaute est invité, comme nous le disions, à désigner le fichier CSV grâce au bouton Parcourir proposé sur la page web. Il clique alors sur le bouton Envoyer pour le soumettre au serveur. Et c'est un code PHP que nous allons répliquer selon les techniques apprises qui doit se charger de le réceptionner pour en faire une copie précisément sur le serveur. Je vous propose de revenir à la racine du dossier de décompression et d'ouvrir par clic droit dans l'éditeur Notepad notre page d'accueil, notre fichier index.php. Et en défilant quelques lignes vers le bas, alors je vais temporairement supprimer ce petit code qui ne devrait pas être présent, vous ne l'aurez pas, vous, lors du téléchargement, n'ayez crainte, puisqu'il s'agit de reconstituer, nous devons faire ici les simulations complètes. À partir de la ligne 30, disais-je, donc, vous notez la présence de notre formulaire balise forme. Cet attribut est particulièrement important en type car il permet le transport d'informations sous forme de fichiers. Sa méthode est réglée sur post car nous allons transmettre les informations par postback, soit un aller-retour serveur. Ce dernier, souvenez-vous, a pour effet de recharger et réinitialiser la page au retour. La page appelante par l'attribut action est la page sur laquelle nous sommes en train de coder, soit la page d'accueil elle-même, index.php. Ce formulaire encapsule le contrôle input de type file nommé fichier. Ce nom est important car c'est ainsi que nous allons le piloter par le code PHP. Le bouton envoyer, lui, se charge de soumettre les données de ce formulaire au clic, c'est-à-dire sur événement, grâce à la méthode submit technique, que nous répliquons car nous les avons mises en œuvre à de maintes reprises dans nos formations. Je vous disais donc que nous devons désormais répliquer un code que nous avions déjà produit dans une autre formation pour récupérer ce fichier transmis. Et donc nous allons nous positionner là où il y avait ce petit code résiduel entre
les balises ouvrantes et fermantes de ce calque div colonne gauche qui correspond sur notre page web à ce cadre de gauche, dans lequel nous y inscrirons des indications. Il s'agit, dans un premier temps, de tester l'existence de ce fichier transmis. C'est pourquoi nous exploitons une instruction conditionnelle if, et comme vous le savez, c'est notre fonction PHP i7 qui permet de savoir si la variable qui lui est passée en paramètre existe ou non. Pourquoi? Parce qu'au premier chargement de la page, forcément, rien n'est transmis. Donc pour ne pas générer d'erreur, nous commençons par tester l'existence de ce fichier. Et ça aussi nous l'avions appris en PHP, c'est l'instruction files qui permet d'accéder au contenu d'un contrôle HTML de type file par son nom que nous le passons entre crochets et entre double cote. Il se nomme, et nous l'avons constaté, fichier. Nous fermons la double cote et nous fermons le crochet. Et nous l'avions dit déjà, un contrôle input file va transférer plusieurs informations sous forme de tableau de variables. Et c'est le deuxième attribut entre crochets toujours, qui va nous permettre de désigner l'information que nous souhaitons récupérer, qui est reconnue sous le nom d'attribut, tmpName, souvenez-vous, pour connaître le nom qui a été attribué par le serveur temporairement à ce fichier transféré à l'occasion du postback généré. On clique sur le bouton envoyer. Nous fermons la parenthèse de la fonction i7, nous fermons la parenthèse de notre instruction conditionnelle que nous n'oublions pas de borner tout de suite dans la foulée pour éviter les erreurs de syntaxe. Et donc, si cette variable est connue, c'est que le fichier a effectivement été soumis au serveur, donc nous pouvons récupérer son nom, et je vous propose de déclarer à cet effet une variable que nous nommons par exemple nom fichier tmp avec underscore pour qu'il n'y ait pas d'espace, dans laquelle nous allons stocker tout simplement ce nom temporaire attribué par le serveur, reconnu ou plutôt désigné grâce à notre instruction files et l'attribut tmpName. Contrôle, une fois encore, piloté par son nom, donc, comme nous le disions. Et dans la foulée, donc, grâce à la fonction copie que nous avions exploitée, nous pouvons, justement, réaliser une copie de ce fichier temporaire sur le serveur, c'est-à-dire en dur. Cette fonction copie requiert tout simplement deux arguments. La source, c'est notre fichier temporaire, chemin d'accès complet, virgule, à quel endroit nous souhaitons copier ce fichier et sous quel nom. Nous allons désigner notre sous-dossier ressources. Je me permets, pour éviter les erreurs de recopie, de le prélever entre double cote donc ressources / puisqu'il s'agit d'un sous-dossier, et nous pouvons par exemple nommer ce fichier de copie pour import txt entre double cote que nous fermons la parenthèse de notre fonction copie et nous ponctuons notre syntaxe comme toujours par le point virgule ensuite. Et à titre d'essai, notre précieuse fonction echo, par exemple, si aucune erreur n'est générée, permet d'indiquer à l'internaute, à l'utilisateur, que le fichier a correctement été uploadé, ce que nous mentionnons donc en paramètre de notre fonction echo. Le fichier a correctement été uploadé. Je vous propose donc que nous enregistrions les modifications. Petite remarque nécessaire, nous désignons exactement le même dossier que celui du fichier CSV. En phase de développement, en effet, EasyPHP émule le serveur, donc il est placé sur la même machine. Mais ne vous y trompez pas, en production, le fichier CSV est le fichier client, qui est sur la machine du client, donc de l'internaute, alors que le fichier résultant, celui de la copie là qu'on est en train de créer, est forcément placé sur le serveur distant, donc détaché du fichier d'origine. Après avoir enregistré, je vous propose donc de revenir sur notre page web que nous rafraîchissons. Nous cliquons sur le bouton parcourir, nous double-cliquons sur notre fichier txt pour le désigner, il apparaît donc dans notre contrôle, et puis nous simulons en cliquant sur le bouton envoyer pour le transmettre, et vous constatez que, en retour, nous avons le message de confirmation qui indique vraisemblablement que le transfert s'est déroulé avec succès. D'ailleurs, et pour preuve, si nous retournons dans notre sous-dossier ressources, nous trouvons la copie stricte de notre fichier CSV avec tous les enregistrements d'origine, donc notre transfert et notre copie a fonctionné. Il est désormais temps d'enclencher le code PHP permettant d'accéder au fichier en lecture. Et pour ce faire, donc, nous revenons dans le code de notre page web principale. Il s'agit de nouvelles instructions. Nous allons commencer par supprimer l'instruction echo qui avait vocation de test pour la remplacer par les instructions permettant d'accéder justement au contenu de ce fichier. Et pour cela, nous avons besoin d'une première variable que nous pourrions par exemple nommer fichier à lire et qui, vous allez le comprendre, va être transformée en variable objet grâce à la fonction fopen en PHP qui permet de
transformer, de charger en mémoire un fichier désigné. Il faut lui désigner en premier paramètre. Donc son adresse, nous l'avons, puisque il est le résultat de la copie précédente réalisée par la fonction copie. En premier paramètre donc. Et en deuxième paramètre, nous allons lui indiquer l'attribut R, R pour read, car nous accédons à ce fichier en lecture et non en écriture, ce que nous verrons dans une prochaine formation. Eh bien, cette fonction fopen va donc allouer la mémoire nécessaire pour charger ce fichier, qui va être mémorisé sous forme de variable objet dans notre variable fichier à lire que nous allons exploiter par la suite. Lorsque nous souhaitons récupérer le contenu, faut-il encore indiquer à PHP sur quelle longueur nous souhaitons prélever ce contenu. C'est pourquoi nous allons déclarer une variable taille dans laquelle nous allons indiquer quelle est la taille en octets de ce fichier grâce, vous allez le voir, à une imbrication de deux fonctions. La première, nous la connaissons, elle se nomme strlen. Str pour string, len pour length, c'est-à-dire la longueur d'une chaîne de caractères. Comme vous le savez, un caractère équivaut à un octet. Donc si nous arrivons à retourner le nombre de caractères contenus dans le fichier, nous connaissons la taille. Et c'est la fonction PHP, file get contents, qui permet tout simplement de renvoyer get contents, ça veut dire obtient le contenu, de renvoyer le nombre de caractères contenus dans ce fichier quel est-il, toujours le même, désigné par son chemin de destination. Nous fermons la parenthèse de notre fonction fileGetContents qui ne requiert qu'un paramètre et celle de notre fonction strlen et nous ponctuons notre syntaxe avec notre point-virgule comme toujours. Dès lors, nous avons les informations nécessaires pour accéder en lecture à ce fichier, donc nous déclarons notre variable lecture dans laquelle nous souhaitons récupérer l'intégralité du contenu du fichier sous forme de chaîne de caractères grâce à la fonction PHP fread qui requiert deux paramètres, tout simplement la variable objet qui désigne en mémoire ce fichier, très bien, donc nous lui passons au premier paramètre, et en deuxième paramètre, sur quelle longueur souhaitez-vous prélever le contenu? Eh bien ma foi, nous allons réceptionner tout le contenu, donc mémorisé dans la variable taille. 67 kg, ce n'est pas trop, donc allègrement nous allons pouvoir récupérer tout le contenu. Sauf que à ce stade, nous réceptionnons un bloc de texte, c'est-à-dire l'ensemble des enregistrements. Or nous souhaitons récolter les enregistrements un à un. Et nous pouvons exploiter à ce titre, dans une variable que nous affectons, la variable ligne, un tableau de variables. Elle va devenir un tableau de variables grâce à la fonction que vous connaissez bien désormais, qui se nomme explode, et qui, comme son nom l'indique, permet de découper une chaîne de caractères selon un caractère spécial, et nous, en l'occurrence, il s'agit du saut de ligne. À chaque fois qu'on change de ligne, eh bien, il s'agit d'un nouvel enregistrement. Un saut de ligne, eh bien, matérialisé par l'anti/n, que nous lui passons donc en premier paramètre, pour découper quelle chaîne de texte, et bien tout simplement la chaîne de texte qui est mémorisée dans la variable lecture, celle qui a réceptionné l'intégralité du contenu de notre fichier texte. Et puis, eh bien, nous allons initialiser notre variable, une variable compteur à 0, et on va faire un petit point à ce stade, car, mine de rien, nous avons codé pas mal d'instructions. Nous aurons donc besoin de parcourir chacune de ces lignes qui désormais sont recensées dans ce tableau de variables. Nous souhaitons effectivement reconstituer ces données en base de données. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous initialisons une variable compteur à 0. Nous l'incrémenterons dans une boucle que nous devons coder pour récupérer chaque enregistrement. Nous l'utiliserons ensuite, vous verrez, comme limite supérieure à ne pas dépasser, afin de restituer à titre d'essai quelques premiers enregistrements directement sur l'interface web. Et nous allons découvrir une nouvelle boucle, mais que nous connaissons dans la philosophie au travers de VBA Excel et VBA Access. Il s'agit de la boucle for each, sauf que ici elle s'écrit tout attaché, qui littéralement signifie, souvenez-vous, pour chaque élément contenu dans le groupe d'éléments. Notre groupe d'éléments, c'est notre tableau ligne, et selon la syntaxe de notre boucle for each, eh bien nous devons déclarer à la volée cette variable qui sera affectée et typée, eh bien chaque ligne, ou plutôt chaque rangée de ce tableau de variables que nous allons ainsi parcourir grâce à notre boucle for each. Donc, pour chaque ligne de notre tableau de variables ligne, c'est-à-dire pour chaque enregistrement vraisemblablement résultant, nous souhaiterions savoir si nous avons été en mesure de récolter les enregistrements indépendamment. C'est pourquoi, une fois encore, nous faisons appel à notre précieuse fonction echo, et pour être en concordance avec le système encodage
d'encodage de la page, nous exploitons notre fonction, bien connue aussi UTF-8 en encode, car une balise méta dans l'entête de ces pages déclare le système en UTF-8, or il y a des caractères latins dans notre fichier CSV. Nous souhaitons restituer la ligne en cours de lecture par notre boucle for each, donc reconnue sous le nom de variable ligne. Et pour bien les dissocier, nous concaténons par les points, comme nous le savons, avec une balise HTML BR pour effectuer un saut de ligne et aérer la présentation. Nous avons énormément d'enregistrements dans ce fichier, donc il s'agit de limiter la restitution qui fait office de test. Nous incrémentons notre variable compteur que nous avions déclaré à cet effet, et nous allons faire un petit test dessus, tout simplement pour indiquer que si par exemple compteur est supérieur à 2, et bien que nous allons mettre fin à l'exécution, puisque nous souhaitons juste confirmer que nous avons été en mesure de restituer ces enregistrements. Donc je vous propose à ce stade d'enregistrer les modifications, de basculer sur le navigateur web. Nous allons recharger la page depuis sa barre d'adresse, car nous avions fait un postback, et nous resimulons l'action complète. Nous désignons notre fichier CSV, nous cliquons sur le bouton envoyer, et comme vous le remarquez, les 3 premiers enregistrements vraisemblablement sont en effet restitués sur la page web. Il est aussi intéressant de constater que le fichier copié, s'il existe, est écrasé automatiquement, sans message d'erreur. Nous avons donc été en mesure d'accéder au contenu d'un fichier externe. Pour en récupérer le contenu, nous en avons la preuve. Nous devons désormais exploiter ces informations recueillies pour les insérer en base de données. Il s'agit de techniques que nous avions déjà mises en œuvre, notamment au travers de la formation PHP, pour construire un formulaire d'inscription. C'est une requête SQL insert into qui doit être exécutée par le code PHP. Mais chaque information de colonne doit être insérée dans le champ de la table qui lui correspond. Or, à ce stade, vous en conviendrez, eh bien, nous n'avons réussi qu'à récupérer les enregistrements ligne à ligne, mais pas les champs. Pour chaque ligne donc, nous devons découper l'information sur le séparateur de liste, donc le point-virgule typique d'un fichier CSV. C'est pourquoi je vous propose de revenir dans le code de la boucle for each. Nous allons remplacer l'instruction echo. Nous pourrions d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, la conserver car nous la testerons ainsi. Allez, on va se positionner avant l'instruction echo ici. Donc, il s'agit effectivement, ligne à ligne, de pouvoir réceptionner l'information par champ. Donc nous devons découper encore dans un tableau de variables. Nous déclarons une variable à cet effet que nous nommons champ. Et comme vous le savez, c'est la fonction PHP explode qui permet de découper une chaîne de caractères selon un caractère passé en premier paramètre, en l'occurrence le point-virgule, séparateur de liste. Quelle est cette chaîne? C'est l'enregistrement en cours reconnu sous le nom de variable ligne. Il s'agit ensuite de stocker indépendamment ces informations a priori récoltées dans des noms de variables appropriés que nous exploiterons ensuite pour l'insertion en base de données. Nous allons de nouveau exploiter donc notre fonction UTF-8 décode pour être en conformité avec le système d'encodage de notre page web. Et souvenez-vous, ces informations de champ sont encadrées de double cote. C'est la raison pour laquelle nous allons exploiter de façon imbriquée notre fonction strReplace qui permet dans une chaîne de caractères de remplacer une occurrence par une autre. Cette occurrence, c'est la double cote. Et la double cote, pour la désigner précisément entre double cote, nous devons l'échapper avec l'anti-slash, donc double cote, entre double cote que nous fermons. Par quoi? Par rien. Nous souhaitons la supprimer. Donc double cote. À quel endroit? Eh bien tout simplement, dans le champ ainsi récupéré, tout simplement nous allons avoir le nom, l'activité, le département et la ville. Nous avons donc 4 informations de champ auxquelles nous pouvons accéder par les indices du tableau de variables. Pour la première, le nom, il s'agit de l'indice 0, donc nous le mentionnons en paramètre de la fonction strReplace. Nous fermons sa parenthèse, nous fermons aussi la parenthèse de la fonction UTF-8 encode, et nous ponctuons notre syntaxe par un point-virgule. Il s'agit de répliquer exactement le même principe pour nos 3 autres variables, en commençant par l'activité, donc l'activite, qui consiste à récupérer l'information qui est située sur la deuxième rangée, c'est-à-dire indice 1, et puis nous avons ensuite le département, donc nous déclarons une variable le dep,
pour récupérer l'information située sur la troisième rangée, indice 2, et ensuite nous avons la ville, donc nous déclarons une variable que nous nommons la ville, et nous pointons sur la quatrième et dernière rangée par son indice 3, et ensuite nous pourrions ainsi, effectivement, eh bien, à titre d'essai, toujours intermédiaire, pour nous assurer que tout va bien à ce stade, restituer ces informations concaténées et séparées par des tirets pour bien voir la différence, tout simplement sur notre page web. Donc nous répliquons ici nos variables que nous concaténons avec un tiret statique, que nous concaténons de nouveau avec le nom de la variable. N'oubliez pas le dollar qui représente et matérialise cette fameuse variable, que nous concaténons encore avec un tiret, et que nous allons concaténer avec la dernière, celle de la ville. Alors comme j'ai codé un peu vite, je vais prendre soin de relire ce petit code, le nom que nous concaténons avec un tiret, que nous concaténons avec l'activité, avec le département, avec la ville, et puis un saut de ligne, tout semble cohérent à ce stade. Donc, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le navigateur web, là encore, de rafraîchir la page, de la recharger en validant sa barre d'adresse, de cliquer sur le bouton parcourir, de désigner le fichier CSV et de cliquer sur le bouton envoyer. Et à l'affichage, comme vous le constatez, nous restituons les 3 enregistrements seulement, mais cette fois, les champs sont explicitement séparés par un tiret. Nous confirmons ainsi que nous avons isolé l'information et nous devons exploiter ces variables, ces valeurs dans une requête SQL, insert into, pour mettre à jour les données, les insérer dans la base IDS que nous avons construite et pour laquelle nous avons importé la table listID. Il s'agit donc de répliquer des techniques que nous avons apprises. Nous revenons dans le code de notre page web et je vous propose ici, bien du coup, ce petit garde-fou de le supprimer ainsi que notre instruction de test. Le reste, nous le conservons puisque ces instructions consistent à découper cette information pour pouvoir les exploiter. Nous allons néanmoins ajouter une sécurité que je vous explique ici grâce à une instruction conditionnelle qui consiste à faire un petit essai sur la variable ligne, car c'est une mésaventure qui arrive souvent lorsque eh bien, nous produisons ou nous accédons à des fichiers CSV fruits d'une exportation. Nous assurons que cette variable ligne, c'est-à-dire l'enregistrement en cours, n'est pas vide, car s'il est vide, notre fonction explode, ne peut pas fonctionner, générerait une erreur. Et donc, en gros, eh bien, nous sommes en train d'indiquer que ces traitements ne seront enclenchés que si, effectivement, l'enregistrement en cours de lecture n'est pas vide, auquel cas nous l'ignorons, et nous passons à la suite grâce à la boucle for each. Ça, c'est un garde-fou, une petite sécurité qui permet de réaliser le traitement seulement lorsque c'est nécessaire pour éviter, effectivement, toute génération d'erreurs. Il s'agit ensuite, eh bien, nous allons remplacer ici, je vais vous expliquer pourquoi, notre fonction UTF-8 encode par la fonction @/is, car le système d'encodage de notre base de données de réception est tout à fait en mesure de réceptionner et d'interpréter les accents. En revanche, la fonction @/is que nous avons déjà abordée ensemble permet, comme vous le savez, d'ajouter des caractères d'échappement devant les caractères problématiques pour l'insertion en base de données, comme par exemple les apostrophes qui sont utilisés dans la syntaxe pour justement encadrer les valeurs de champ. Donc, caractère d'échappement au cas où effectivement nous aurions ce genre de conflit. Et une fois que eh bien, nous avons réalisé tous ces traitements, il s'agit d'initier notre requête insertion avec sa syntaxe SQL. Et comme vous le savez, c'est la clause insert into qui est suivie du nom de la table. Le nom de la table, c'est listID, et selon la syntaxe, nous devons ensuite énumérer entre parenthèses tous les champs qui sont concernés. Il s'agit, comme nous les avons nommés, de liste nom, c'est-à-dire ceux dans lesquels on veut insérer les informations, et puis il y a list activite, et puis il y a liste dep, et enfin il y a liste ville. Dans chacun de ces champs, donc liste nom, liste activite, liste dep et liste ville, nous souhaitons insérer à chaque passage dans la boucle les informations de chacun de ces 4 champs, le nom dans liste nom, l'activité dans liste activité, etc., etc. Et c'est donc la clause values qui permet ensuite eh bien, d'annoncer l'énumération
de l'ensemble des variables que nous allons insérer dans le même ordre, donc entre parenthèses, sauf que ici il faut prendre soin de bien comprendre qu'il s'agit de variables d'information textuelle, donc nous devons commencer par les encadrer d'une simple cote dans la construction statique, et puis nous concaténons avec une valeur dynamique, donc nous fermons la double cote pour briser temporairement la chaîne statique que nous concaténons avec la variable le nom pour aller dans le champ liste nom que nous concaténons entre double cote que nous reprenons avec une simple cote pour que ce champ soit encadré, virgule pour poursuivre l'énumération, une simple cote pour encadrer le champ qui suit, la double cote pour poursuivre l'énumération dynamique avec le champ l'activite que nous concaténons, point que nous concaténons lui-même, nous reprenons la partie statique, une simple cote, virgule, pour poursuivre l'énumération, une simple cote pour encadrer, la double cote et puis la concaténation, avec le dep pour ensuite insérer l'information du département dans le champ qui est dédié, que nous concaténons. Nous reprenons la partie statique, encadrons avec la simple cote, virgule pour l'énumération, simple cote pour encadrer le dernier champ, que nous concaténons cette fois-ci avec la variable la ville, donc, que nous ajoutons par copier-coller, c'est plus sûr, mais il ne faut pas oublier, parce que bien que ce soit le dernier, de reprendre la partie statique et de bien fermer la simple cote ouvrante. Nous avons donc construit à ce stade une requête SQL insert into dans la table listID de la base de données qui sera désignée par la chaîne de connexion dans les champs respectifs liste nom, liste activite, liste dep et liste ville, l'ensemble des valeurs pour l'enregistrement en cours de lecture de champs, donc le nom qui est bien concaténé et encadré de simple cote dans l'énumération, idem pour le département et idem pour la ville. Vraisemblablement, la syntaxe est correcte à ce stade. Il faut être bien rigoureux car les erreurs arrivent vite. Et comme vous le savez, c'est la fonction PHP MySQLi query, query comme requête, comme son nom l'indique donc, qui permet d'exécuter une requête sur une base de données en fonction de la chaîne de connexion qui lui est passée en premier paramètre, reconnu sous le nom liaison, comme nous l'avons initié dans notre fichier connexion, dans tête de code. Quelle est cette requête? Cette requête est reconnue sous le nom requête. Cette fonction est une fonction booléenne. Elle va retourner une valeur, vrai-faux, qui va indiquer si l'insertion est un succès. Et bien ma foi, si l'insertion est un succès, nous allons donc en profiter tout simplement pour incrémenter à chaque fois notre variable compteur que nous pourrions donc exploiter à l'issue du traitement, c'est-à-dire en dehors de la boucle for each, pour dire, voilà, si compteur est supérieur à 0, par exemple, tant d'enregistrements ont été effectivement insérés dans la base de données, auquel cas nous exploitons encore une fois notre précieuse fonction echo, nous inscrivons l'indication sur le nombre d'enregistrements insérés, que nous concaténons à une information statique, compteur, enregistrement, inséré par exemple dans la base de données. Alors, une fois que effectivement nous avons fini de coder ces instructions, il s'agit de pouvoir procéder à une petite simulation. Nous revenons donc sur notre page web. Comme toujours, nous allons recharger avec la barre d'adresse. Nous désignons par le bouton parcourir notre fichier CSV. Nous cliquons sur notre bouton envoyer et vous voyez que le traitement est excessivement rapide. Nous avons d'ores et déjà notre message de confirmation, 1112 enregistrements insérés dans la base de données, et lorsque nous accédons à notre base et que nous voulons consulter son contenu, nous avons la confirmation, remarquée, de façon robotisée, automatisée, donc, nous avons inséré tous les enregistrements fruits d'une extraction au format CSV dans notre base de données. Formation donc très intéressante, car nous avons appris à récupérer un fichier sur le serveur, à le copier dans un emplacement défini, à accéder à son contenu, à récupérer l'information ligne à ligne, à la découper champ à champ pour ensuite l'insérer en base de données. Nous sommes en train de produire petit à petit de véritables applications client-serveur très très importantes et récurrentes dans les besoins des sites web professionnels. J'espère
J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.